On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la semaine de la déficience intellectuelle. Co-porte-parole Laure Varidel, originaire de Mont-Saint-Grégoire. Mais d'abord, annonce importante à l'hôpital du Richelieu concernant le centre mère-enfant. On a toujours ça, des annonces importantes qui concernent nos services de santé, principalement à l'hôpital du Richelieu. Visite du ministre Lionel Carman en début de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Qui va être avec le ministre délégué à la santé et du service social. Alors, qu'est-ce qu'on annonce? Le centre mère-enfant. En fait, les gens vont dire, bon, on le savait. Oui, mais c'est parce que quand on a annulé, entre guillemets, le gros laboratoire qui montait au-dessus de la nouvelle urgence, bien là, il y avait des réaménagements à faire, reconsidérer. Et là, bien, finalement, on a tout ce qu'il faut. Le travail va commencer au mois de mai. Il y en a quand même pour une trentaine de millions. Alors, c'est un centre mère-enfant en bonne et due forme, avec un service particulier pour les grossesses difficiles. Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant qu'on ait un service d'ultra-pointe. Ouais. Et il va y avoir un petit laboratoire, parce qu'à l'origine, on se disait ça va être un gros laboratoire. Il y a eu OptiLab depuis ce temps-là, ça a changé bien des affaires. Mais on a quand même un laboratoire pour l'hôpital qui va là. Et il y a aussi d'autres trucs autour là, pour utiliser l'espace. Mais là, finalement, ce bel espace-là qu'on avait eu à l'époque de l'urgence va maintenant prendre toute sa place et va nous prendre un bout de temps à installer. Là, mais ça va commencer au mois de mai. Bon, c'est la concrétisation de pourparlers qui datait de plusieurs années. Je me rappelle, avant même la COVID, d'avoir une entrevue ici, même Richard Deschamps, le PDG du CIS de la Montérégie-Centre, parce que quand l'ex-ministre Barrette est arrivé avec son idée des super méga laboratoires, plusieurs ont été inquiétés de voir leur prélèvement faire beaucoup de route pour se rendre à Charlemagne. On pouvait comprendre que pour des tests plus spécifiques, on aurait peut-être besoin d'un laboratoire plus spécialisé, mais pour le day-to-day, et l'hôpital du Richelieu est quand même capable de faire ses propres prélèvements. D'ailleurs, on a reculé, le gouvernement a reculé sur les laboratoires régionaux tels que le docteur Barrette les avait envisagés, mais pas pour la Montérégie. Parce qu'on considérait, et c'est Lionel qui a décidé ça en arrivant, il a considéré que le territoire, la géographie étant ce qu'elle est, il y avait une logique et il y avait des gains, autant d'efficacité dans le fond que monétaire, à la verticalité, de cette intégration verticale de tous les tests ici. Il y a des régions pour lesquelles, effectivement, ça posait problème. Puis Lionel a tout de suite, Lionel, le docteur Carman, le ministre, qui a étudié la question, a vite décidé de dire non, ça, on ne régionalisera pas, c'est trop compliqué, ça demande du transport spécifique. Mais pour la Montérégie, ça tenait la route et ça pressait, on en avait besoin. Donc, ça a annulé notre laboratoire ici, qui est maintenant reconfiguré à la hauteur des besoins locaux du HHR. Mais au début de OptiLab, ça s'en allait tout là-bas. Oui. Tout au complet à Charlemagne. Et là, même les médecins nous disaient, écoutez, ça n'a pas de sens, on est à l'urgence, on a un patient, besoin d'une prise de sang assez rapide. Là, puis là, il faut l'envoyer sur la route, puis ça n'a pas de sens. Ça, c'est fini. Et ce laboratoire-là, moi, je suis content parce que pas plus tard qu'au cours des derniers mois, quand le gouvernement a commencé à accorder les bourses perspectives pour les cégeps et les universités, bien là, il fallait décider quel cours allait être l'objet de bourses. Puis on a un cours ici en technicien en laboratoire. Puis j'ai reçu beaucoup d'appels. Puis on a même, sur votre chaîne compétition, là, le Studio Saint-Jean, on a fait une entrevue avec une des enseignantes au laboratoire, au cégep, qui disait, nous, on forme les techniciens de laboratoire d'un peu partout, là. Et on donne le cours ici. Puis ça aurait été triste qu'il n'y ait pas de laboratoire chez nous. Et puis, bon, ben là, on n'a pas le gros laboratoire, mais on en a un. Et puis, effectivement, ce cours-là au cégep est de plus en plus populaire, justement, pour ce genre de... Parce que le laboratoire au 2e étage, qui date du moment de la construction de l'hôpital en avril 71, est assez désuet, merci. Là. Oui. Donc, content de voir au moins qu'il va y avoir un lab donc, dans ce nouvel espace. Mais tu sais, quand tu dis désuet, le HHR est jeune de 50 ans. Okay? Il y a eu 50 ans ce mois-ci. Et effectivement, avec le temps, quand on regarde la nouvelle urgence, je ne prendrai pas le crédit de ça, là, je l'ai visité comme citoyen la première fois, mais au fil du temps, il a quand même été bien maintenu. Puis encore aujourd'hui, là, quand on passe sur Pierre-Caisse, on voit il y a un peu plus d'une vingtaine de chambres qui sont en train d'être aménagées dans une aile spéciale. Tu sais, au fil du temps, le HHR, il est resté non seulement au goût du jour, mais de pointe. C'est ça qui est important. C'est comme je te disais, le nouveau service pour les grossesses difficiles, bien ça, c'est
c'est normal qu'on ait ça, mais c'était pas naturel que ça vienne nécessairement là. Le centre mère-enfant permet ça. Parce qu'en même temps, et là, je viens de mémoire, l'hôpital du Richelieu est reconnu, entre autres, pour deux choses. Son service d'orthopédie, qui est l'un des plus importants en nombre de patients traités au Québec, mais même aussi au niveau de l'obstétrique, au niveau des grossesses. C'est un des centres où, au prorata de sa population, on accouche beaucoup de femmes ici sur le territoire. Donc, on a un gros département. C'est naturel qu'on ait un centre mère-enfant, digne de ce nom. Mais on est reconnu aussi, puis ça, c'est malheureux parce que la pandémie nous a nettoyé ça, là, nettoyé nos succès, mais on va y revenir. On avait, parmi les blocs opératoires, il y a 2 blocs de 4 unités, là, on avait parmi les meilleurs chiffres statistiques de toute la province, en termes de productivité, en termes d'efficacité, en termes de nombre d'opérations, tout ça. Ça allait tellement bien jusqu'à temps que la pandémie arrive. Mais ça, c'est le cas un peu partout dans la société. Là. Donc, le centre mère-enfant, 30 millions d'investissements. Oui. Donc, ça va occuper le 3e étage de la nouvelle section. Oui, une fois qu'on rajoute le lab, puis le reste, là, il reste des bureaux, puis il y a des aires communes, puis des choses comme ça. Bon, mais l'espace qu'on va occuper dans le nouveau bâtiment, va-t-il libérer de l'espace dans l'ancien? Oui, bon, on agrandit par l'intérieur, comme un peu partout. Quoique là, les chambres dont je vous parlais, les 20 lits vingtaine de lits supplémentaires, ça, c'est carrément à l'extérieur de l'hôpital. Je ne sais pas c'est quoi les plans. Pour dire toute la vérité, moi, je m'en vais à l'hôpital en sortant d'ici pour le lancement et la conférence de presse. Ça fait partie du briefing. On va nous faire visiter la nouvelle partie qui va être en construction, puis on va pouvoir poser ces questions-là sur la suite. Parce que là, si on visualise, évidemment, il y a l'hôpital, le bloc là, qui est le bâtiment d'origine. Il y a évidemment ce qu'on a construit avec l'urgence et les étages supérieurs. En arrière. Mais là, on voit que sur le côté Pierre-Caisse, il y a aussi une construction en ce moment. Ça, c'est pas juste COVID, mais en fait, ça a été accéléré à cause de la COVID. Ah oui? Oui. Le financement de ça a pu être accéléré parce que, souviens-toi, au début de la COVID, là, ça fait quand même 2 ans, on savait vraiment pas ce qui nous pendait au bout du nez. Là. On regardait l'Europe, on voyait un peu partout, puis on se disait, ils n'ont pas assez de lits. On se doutait qu'on aurait un problème de personnel, mais les machines, les lits, tout ça, c'était une grosse inquiétude. Alors, il n'y a pas juste ici. Il y a eu des ailes supplémentaires dans plusieurs hôpitaux qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Parce que nous autres, notre modèle, il n'est pas unique. Hein? Quand tu regardes dans la province, là, tu reconnais le modèle, tu reconnais l'époque. Et il y en a eu plusieurs comme ça au Québec, des ailes supplémentaires. Mais dans la nouvelle construction sur Pierre-Caisse, qu'est-ce qu'on y met? Des lits. 20 quelques lits. Je ne me souviens pas si c'est 26 ou 28. Pour un département particulier? C'est parce que ça va être des lits équipés avec ce que ça prend dans les chambres de pointe pour tout ce qui faisait défaut pendant la pandémie. Okay. Donc, pression inversée, pression négative, des choses comme ça. Donc, on est allé avec le modèle de base de l'urgence, entre guillemets. Là. Alors, c'est pas des lits de l'urgence, mais c'est si on a affaire à une pandémie ou à n'importe quoi d'autre comme ça, les chambres seront déjà prêtes. Parce qu'il a fallu construire d'urgence. Quand tu regardes l'hôpital, tu vois des gros tuyaux qui débordent d'en haut, tout ça. Là. Ça, c'était la pression négative qu'il fallait installer un peu partout. Bien, un peu partout au Québec, dans les hôpitaux, avec la COVID, on a patenté des systèmes parce qu'il y avait une urgence d'agir. Exact. Là, évidemment, on va être dans une autre dynamique, d'autant, bon, puis on aura sûrement l'occasion de s'en reparler quelques fois d'ici l'élection. Pas déjà fini? Ben non, pas du tout. Non, mais je veux dire, il y a une élection qui s'en vient à l'automne. C'est loin, ça, l'élection, 3 octobre. Oui, mais visiblement, comme l'a dit le ministre Dubé lui-même, il y a une espèce de plan de reconditionnement ou de reconstruction. Refondation. De refondation du système de santé. Avec 4 piliers. Et les ressources humaines sont à la base, sont le premier pilier. Tu sais, quand on parle de la culture du TSO, puis qu'on parle des problèmes de culture, puis d'horaire, puis tout ce qui va avec, là, appelons ça de la culture, là, ressources humaines, ça, c'est un pilier des 4. Et moi, ça m'intéresse énormément à cause de ce qu'on vit dans le comté. On a l'hôpital, bon, tout ça. Mais ça m'intéresse aussi pour l'avenir, parce que ça passe par tout ce qu'on va faire après ça avec les soins à domicile. Ça passe par le vieillissement de la population. Avant la fin de 2030, je ferai partie du groupe de 25 % de la population âgée de plus de 65 ans. Avant 2030, là. Donc, ça vient vite quand on regarde ça. Puis, on va être de moins en moins à payer pour de plus en plus de patients qui vont coûter cher. Souvent, ce que les gens aussi confondent, dans l'actualité, on entend dire qu'il manque de lits. Ah non, on a des lits. Mais le problème, c'est pas physiquement les lits, c'est qu'on manque de lits parce qu'on n'a pas le personnel pour opérer les lits. Et dans le contexte... C'est pas un problème d'espace ou de lits. Mais dans le contexte de ce qu'on disait tout à l'heure, on avait besoin de lits modernes, entre autres, là, pas le lit lui-même, mais l'espace autour. Mais effectivement, le plus gros problème,
c'est le personnel, c'est les ressources humaines. Le manque de personnel. Tu as beau avoir 10 lits, si tu as juste 10 infirmières, puis ça en prend 3 par lit, tu n'es pas capable d'en meubler plus que 3. La pandémie nous a... on savait déjà que notre réseau de la santé connaissait des difficultés avant la pandémie. On savait déjà qu'on avait des pénuries de main-d'œuvre. Le TSO existait depuis 15 ans. Il était déjà malheureusement beaucoup trop implanté. Voilà. Là. Il n'était plus vraiment temporaire, mais beaucoup plus implanté. Mais ce que ça a démontré, statistiques à l'appui, quand on se compare avec d'autres sociétés évoluées ou modernes dans le monde, c'est qu'on a dû mettre, nous, ici au Québec, des mesures COVID, des mesures sanitaires plus restrictives que dans d'autres États parce qu'on avait moins de capacité à affronter des pics de lits comme on a eu à 3000 lits COVID au Québec. Tu as tout à fait raison. On peut être un grand statisticien pour comprendre ça. Non. Tu as tout à fait raison. Notre faiblesse, elle était là. Elle est encore là. Hein, ça n'a pas changé. Là. C'est en train de changer parce qu'on a fait un appel à des gens à la retraite. On essaie de convertir des temps partiels. Il y en a quand même 40 en temps partiel à temps plein. Puis on fait du recrutement. Et c'est pas étranger à ma bataille ici et mon initiative ici pour aller chercher, dans le domaine de la santé en particulier, des gens, parce qu'on n'a pas juste le HHR. J'ai 192 chambres qui s'en viennent à Saint-Jean-sur-Richelieu avec la maison des aînés. Il faut qu'il y ait du personnel là-dedans. Là. On a de la misère à meubler le HHR en personnel, imagine. Là. Alors, c'est un énorme problème. Pas juste chez nous, mais ce que le PDG du CIS, Richard Deschamps, me dit à chaque fois qu'on en parle, c'est que c'est pire chez nous qu'ailleurs. Pire chez nous dans le Haut-Richelieu, dans le sens que on a des enjeux de transport par rapport au personnel qui pourrait venir d'un peu partout. Tu sais, mettons que tu fais du gros recrutement, puis la personne dit « Ouais, ça m'intéresse, moi. Oui. J'habite à Longueuil, ou je vais aller prendre le métro jusqu'à Longueuil. » Rendu à Longueuil, là, t'es loin encore. Là. Puis c'est pas évident de s'en venir ici en autobus non plus. On dit « Bon, bien, qui prennent des autos. » Oui, mais... Idéalement, on essaie d'envoyer tout le monde vers le transport en commun. Puis là... Et la Montérégie est probablement la région qui a connu le boom démographique le plus important au Québec. On parle de 5-6 Problème de logement. Mais c'est ça. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes de gens qui habitent en ruralité, arrivent à la retraite, les enfants vont étudier à l'étranger, à l'extérieur, en fait, je devrais dire. Puis là, les gens se rapprochent des grands centres. On part de la Gaspésie ou du Saguenay pour venir s'établir à Montréal ou à Québec. Donc, le phénomène, c'est qu'on a une croissance de population qui ne suit pas celle de nos infrastructures. Et si on veut attirer du personnel d'un peu plus loin pour venir chez nous, bien encore faut-il trouver des logements abordables. Exact. Parce qu'à moins d'1 % de taux d'inoccupation, là, les loyers là, pour le 1er juillet, là, ça va coûter cher à tout le monde. Là. Donc, mais ça revient à ce que je dis toujours, puis on va en reparler parce que c'est le 29 avril, le grand chantier sur la main-d'œuvre dans le Haut-Richelieu, mais... Le problème est transversal. Un problème de main-d'œuvre, c'est à cause du logement, c'est à cause du transport, c'est à cause de paquet de choses. Mais les solutions sont transversales aussi. Donc, tout le monde a la capacité, le levier pour venir aider. Puis moi, parce que, très sincèrement, c'est Richard Deschamps qui est venu me voir pour dire « On a un problème, Louis. Là. Quand la maison des aînés va arriver, on va avoir de la misère à trouver le personnel, puis on veut l'ouvrir, cette maison-là. » Moi, j'ai commencé à travailler pour l'attractivité de la région pour le personnel de la santé. Puis là, on finit par un énorme chantier sur la main-d'œuvre pour l'attractivité de la région, point, parce qu'on en a besoin partout. Louis Lemieux, merci beaucoup. Oui. Ah, René Bouchard vient ici, il te parle de moi, il te parle du REM, vous parlez de ça. Moi, j'arrive. Juste parler de santé. On ne parlera pas de REM. OK, d'abord. Non, mais on peut en reparler si tu veux. Non, c'est parce que là, au même moment où Renel, et remarque, je suis d'accord avec Renel sur presque toute la ligne. Là, il faut juste expliquer, parce qu'on va prendre une minute là-dessus. Il faut que je m'en aille. Oui, parce que c'est ça, il y a une conférence de presse, puis on pourra s'en reparler là-dessus. Mais bon, le REM, on sait que l'éditorialiste, le président d'ICI Média, Canada français, dit il faudrait ramener à l'avant-plan l'idée de prolonger le REM au 10-35, mais malheureusement, on prend pour acquis que ça ne se fera pas, donc il faut regarder d'autres solutions. En gros, c'est ce que ça disait. Oui, le député était interpellé. Donc, que voulez-vous dire, M. le député? J'ai entendu mon nom plusieurs fois dans cette entrevue-là. Bien, tout ce que je veux dire, c'est qu'au moment où vous étiez en train d'en parler, on venait d'annoncer que la programmation du MTQ 2022-2024, 774 millions à Montérégie, là, inclut un élargissement de la 10 de 4 à 6 voies, 3 dans chaque direction, dont une réservée, entre la 30 et la 35. Alors, pour les transports interurbain, là, ça va être un jeu d'enfant que de se rendre au REM. Et ça va venir confirmer. Ça va venir confirmer que de construire un REM, c'était beaucoup d'argent pour pas grand-chose, puis pas nécessairement de gain en temps. Mais surtout, c'est que ça va être bon pour tout le monde. Utilisateur du REM ou pas, tout le monde va pouvoir avoir une 10 à 3 voies d'ici quelques années. Là. Ça fera l'objet d'une autre entrevue, d'une autre discussion sur le transport. Oui, parce qu'il y a des bretelles doubles avec ça, mon homme. Attends un peu, quand on va arriver, là, tu ne créeras pas à ça, toi.
Reste avec nous, on va revenir tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On est actuellement dans la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est important d'en parler, de sensibiliser les gens parce que c'est un peu ce à quoi ça sert, ce genre de semaine-là. Et cette année, parmi les co-porte-parole, on y reconnaît une dame originaire de la région ici, qui est Laure Varidel, qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de parler de cet important sujet. Bon, explique-nous, parce que normalement, Laure Varidel, on la voit plus dans des combats ou dans des sujets qui, somme toute, portent sur le développement durable, sur l'environnement. On connaît évidemment ton passé, tes facultés professionnelles dans le domaine. Mais là, c'est vraiment à titre personnel, parce qu'évidemment, tu as une enfant, une adolescente qui a aujourd'hui 17 ans, Alphée, qui vit donc avec une déficience, une maladie orpheline, en fait. Explique-nous un peu comment on t'a approché pour que tu deviennes la co-porte-parole cette année. Bien, on m'a approché très simplement parce que, bon, tout le monde connaît mon engagement à l'égard d'Alphée, en fait, puis aussi le fait que, tu parles de développement durable, mais l'inclusion sociale fait partie du développement durable. Prendre soin des personnes les plus vulnérables dans notre société, ça fait partie du développement durable. Fait que je pense qu'il y avait un petit peu cet élément-là sur le côté, mais que c'est avant tout parce que je connais bien la réalité d'une personne en particulier qui vit avec une déficience intellectuelle, la réalité de parents aussi qu'on m'a demandé de prendre la parole pour cette cause-là qui touche beaucoup de gens. Hein? C'est 2 % de la population du Québec qui a une déficience intellectuelle. Puis quand on regarde en termes de nombre de personnes, les familles et les proches que ça touche, mais on parle de 400 000 personnes au Québec. Donc, c'est beaucoup de gens. Souvent, pour avoir fait des entrevues avec des parents qui vivent des situations similaires, souvent 2 angles importants. Il y a celui, évidemment, de la naissance ou des rendez-vous répétés avec les médecins jusqu'à temps qu'on ait une apparence de diagnostic. Et il y a aussi l'autre bout, puis on pourra en reparler, quand nos enfants vieillissent, que va-t-il arriver quand ils vont devenir à l'âge adulte, quand nous-mêmes, on n'y sera plus? Bref, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Revenons à la première étape, parce que dans ce cas-ci, chez toi, c'est une maladie orpheline. Explique-nous un peu comment ça s'est vécu dans les premiers jours, dans les premières semaines, voire les premières années. En fait, dès les premiers moments de sa naissance, on a réalisé que Alphée était hypotonique. Puis, donc, elle était toute mal. Elle avait beaucoup de difficultés à prendre le sein. En fait, elle ne réussissait pas à téter. Puis ça, c'est souvent un signe qu'il y a un souci quand ça dure aussi longtemps que ça durait. Puis qu'il n'y avait pas de... C'est ça, il y avait un manque de tonus, en fait, qui était physique, mais aussi cognitif. Donc, on a rapidement été au todo incluido de l'hôpital général pour enfants. C'est comme ça que je l'appelais parce que j'avais vraiment des rendez-vous dans tous les départements puis avec tous les spécialistes parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On essayait d'identifier quel type de maladie qui pouvait être physique autant qu'autre. Puis bon, beaucoup de tests aussi en génétique. Puis c'est effectivement des tests
suite à une prise de sang, puis certaines corrélations avec certains symptômes qu'elle fait avec, on a pu avoir un diagnostic avec le syndrome Smith-Lemli-Opitz, qui est en fait lié au cholestérol. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui ont trop de cholestérol, Alphée, elle en fabriquait à peu près pas. Et le cholestérol joue un rôle très, très important pour le développement de tout le corps, mais notamment le système nerveux et le système cérébral. Donc, donc quand même assez tôt dans le processus, on a pu supplémenter. Donc, moi, je tirais mon lait. J'ai tiré mon lait pendant 2 ans, puis je prenais le petit supplément. En fait, je tirais plus de lait pour pouvoir prendre la crème pour enrichir ça. Puis, je devais lui donner avec une petite bouteille sur laquelle on appuyait et tout. Fait que il y avait plein d'implications dès le début. Puis après, c'était toutes les confrontations avec le système plus loin. Est-ce que tu as eu à faire ce qu'on appelle le deuil de l'enfant parfait, le deuil de l'enfant en santé? Ah, absolument. Tellement. Puis jusqu'au moment où parce que, tu sais, au début, quand ton enfant ne correspond pas à tous les petits critères, tu sais, tu compares toujours. Là, d'abord, j'ai réalisé, puis ça, je le dis à tous les parents là, qui ont un enfant neuroatypique, il faut arrêter de comparer parce qu'il n'y a pas de comparable avec un enfant qui a des besoins particuliers. Il faut prendre la personne telle qu'elle est, sans jugement. Puis ça, c'est difficile parce que on est tellement dans une société, dans un système où on mesure tout, où on juge de tout. Puis après, c'était de réaliser tranquillement, là, je me disais, oui, mais Alphée, comment elle serait avant? Je me disais, comment elle serait si elle n'avait pas ce petit gène-là qui la rend spéciale? Pour ça, je me dis, mais il faut que j'arrête de me dire ça parce que si elle n'avait pas ce petit gène-là, ça ne serait pas Alphée, ça serait un autre enfant. Puis Alphée, je l'aime. Tu sais, je me rappelle avoir vu dans les corridors de l'hôpital où j'attendais pour une prise de sang des tableaux du Petit Prince de Saint-Exupéry. Puis il y avait cette phrase-là qui, moi, m'avait fait tellement de bien à ce moment-là, qui disait « C'est le temps que tu prends pour ta rose qui rend ta rose si importante. » Puis nos enfants qui ont des besoins particuliers, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de plus d'attention, mais ils apportent tellement dans notre vie à cause de cette attention-là supplémentaire qu'ils ont besoin. On dit évidemment cette année un peu la thématique, on dit bon, il faut déconstruire les préjugés. Or, c'est une phrase qui m'a frappé, je lisais l'article te concernant dans l'édition du Canada français de jeudi dernier, et tu dis à la journaliste, j'ai été confrontée à mes propres préjugés. Tellement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que, tu sais, dans la société, là, tu souhaites à personne d'avoir un enfant qui a une déficience intellectuelle. Hein? Mais pourquoi on le souhaite à personne? Parce qu'on voit ça comme quelque chose de négatif d'entrée de jeu, parce que c'est vrai que ça amène des soucis supplémentaires. Puis moi, quand j'étais au primaire, j'ai eu des défis en termes de dyslexie, des défis d'apprentissage et tout ça. Bon, on immigrait, il y avait toutes sortes d'enjeux connexes, mais je l'ai vécu d'avoir des besoins particuliers. Puis je pense que si j'avais pas eu de l'aide en 2e année au primaire avec une orthopédagogue, puis j'étais dans une classe spéciale, j'aurais jamais fait un doctorat plus tard. Donc, j'ai pas de déficience intellectuelle, mais ça m'a permis de saisir, tu sais, les défis de la vie, parce qu'on le sait, la vie est pas facile, même quand tu as tous tes moyens, mais quand tu as des défis supplémentaires, tu te dis, ça va être encore plus difficile. Mais contrairement à ce que je pensais à ce moment-là, puis aussi parce que, tu sais, j'accorde encore quand même beaucoup d'importance à la vie intellectuelle et tout ça. Puis c'est sûr que quand tu as une déficience intellectuelle, il y a un niveau de complexité auquel tu n'as pas accès. Fait tout ça m'attristait. L'idée qu'Alphée ne puisse pas avoir accès à tout ça m'attristait jusqu'à ce qu'en vivant avec elle, je réalise que c'est pas vrai. Elle a accès à autre chose, peut-être encore plus riche, encore plus foisonnant que nous tous qui avons des capacités plus arrêtées, plus structurées. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Comment va-t-elle et as-tu des appréhensions pour l'avenir? Bien, elle va super bien. C'est un rayon de soleil. En fait, elle rayonne de bonheur, un bonheur qu'on souhaite à tous les humains de la Terre, vraiment. Puis ça me remplit de joie parce que ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite à tous nos enfants, évidemment. Ce que j'appréhende, évidemment, c'est quand moi, je serai plus là. Hein. C'est ça le grand souci pour bien des parents, même si je sais que elle a son grand frère. Je suis mariée à un homme qui a
lui-même 3 enfants qui sont adorables aussi. Puis je sais qu'elle aura, elle aura des gens pour prendre soin d'elle, mais en même temps, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais, quand on vit dans un monde avec tu sais, toutes les menaces de la crise climatique, maintenant la guerre en Ukraine qui laisse présager une potentielle une nouvelle guerre mondiale. C'est comme toutes ces menaces-là, tu dis, OK, mais qu'est-ce qui arrive si moi, je suis plus là, si elle se retrouve toute seule? Puis tu vois les reportages qu'il y a eu dans la presse récemment avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont sous la protection de l'État parce qu'ils n'ont plus leur famille et qui se ramassent dans la rue, le nombre d'itinérants, de gens même qui sont désorganisés. Et tu as toutes ces peurs-là de parents. Donc, c'est pour ça qu'avec mon mari, Bruce Johnson, on est en train de démarrer un projet d'économie sociale, les jardins des possibles, à Fredericksburg, qui n'est pas très loin, où on veut créer un milieu de travail et un milieu de vie pour des personnes neuroatypiques comme Alphée qui vont pouvoir profiter du contact avec la nature et de tâches qui sont à la mesure de leur capacité avec un soutien autour. Donc, on veut faire des jardins bio, des activités en nature, beaucoup de la transformation alimentaire et autres. Bien, je reviens en terminant au chiffre que tu lançais tantôt, 2 de la population, 400 000 personnes. Donc, c'est important qu'on s'arrête à un certain moment dans l'année pour parler de déficience intellectuelle puis de sensibiliser les gens. Puis bref, en souhaitant que cette entrevue ait servi, bien sûr, à aller dans cette direction-là. Merci beaucoup puis bonne chance pour l'avenir. Merci à toi, Éric. Un grand plaisir de te parler. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Bonne nouvelle, c'est le retour à la normale pour les séances du Conseil de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a le droit maintenant à la pleine capacité. Et évidemment, on doit encore porter le masque pour le temps qui nous reste, là, mais bref, c'est le retour à la normalité du côté des séances du Conseil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, faites-le par courriel tout simplement. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.